Et vous pouvez retrouver pour ce webinaire spécial Tandem TV, en espérant que ce ne soit pas le dernier. Alors, on va parler de Hasbara. Alors, le Hasbara, et non pas, et c'est quelque chose de très particulier parce que je crois que ça n'existe qu'en Israël d'ailleurs, ce concept de Hasbara. Et je suis allé chercher ce que ça voulait dire. Bon, évidemment, à l'étymologie, ça vient du mot lehasbir, expliquer en hébreu. Alors, en théorie, c'est un concept qui consiste à expliquer, évidemment, la politique d'Israël. Mais comment l'expliquer, c'est toute la difficulté, je pense, que contient ce mot et ce concept de Hasbara. Et pour nous en parler, trois des chroniqueurs les plus fidèles de cette émission de Tandem TV. On commencera avec Jérôme Haas, puis nous aurons Avi Van Vetter et enfin, last but not the least, Galit Benzimra, que j'ai à l'écran en plus. Salut, alors salut à tous encore une fois. Et donc cette introduction est vraiment très succincte parce qu'en réalité, le gros du travail a été fait par ces trois personnes. Et si vous voulez intervenir, vous le ferez après l'intervention de chacun de nos chroniqueurs. Et surtout, pour parler, c'est pas compliqué, il faut que vous activiez le son, donc le petit bouton qui ressemble à un micro qui est à gauche de votre écran. Voilà, donc tout de suite, je donne la parole à Jérôme Haas pour nous parler de la Hasbara. Merci beaucoup William. Alors effectivement, j'ai le plaisir de démarrer la première partie de ce webinaire Tandem TV autour de la Hasbara. Pour les gens qui ne me connaissent pas encore, je suis un fidèle chroniqueur de Tandem TV depuis plusieurs années, guide touristique en Israël, passionné d'histoire, et donc j'avais envie de partir des origines de la Hasbara et de la définition de la Hasbara dont William a dit effectivement quelques mots. Quelque chose de compliqué parce que on n'a pas d'équivalent dans d'autres langues. C'est un mot unique à l'hébreu. Effectivement, il y a l'étymologie hasbara qui pourrait dire explication ou information. Le verbe leasbir qui veut dire expliquer, mais on va au-delà de cette simple notion d'explication. Pour les défenseurs d'Israël, cette idée de hasbara, c'est pour parler, éclaircir la particularité d'Israël, l'État lui-même, et à travers différentes entités étatiques, à travers Tsahal, à travers des associations, des organisations, on va faire cette hasbara. Pour ceux qui critiquent Israël, la notion de hasbara va être assimilée à une forme de propagande. Donc c'est très intéressant de voir effectivement l'utilisation qui peut être faite de la hasbara pour ceux qui soutiennent Israël, et on verra que cette idée de soutien ne veut pas forcément dire un soutien inconditionnel sans critique à Israël, et ceux qui tentent de différentes manières de délégitimer Israël. On pourrait dire que la Hasbara, c'est la clarification et de la défense de ce qui se passe en Israël. Alors, pour information, quand j'ai cherché en français, en anglais, en hébreu de la Hasbara, je n'ai pas vu à ce jour de podcast ou d'émission tel que le webinaire qu'on fait ce soir purement autour de cette notion de Hasbara. Et en hébreu, quand on tape Hasbara sur Internet, un des premiers sites qui sort, c'est hasbara.org.il, qui est un cabinet d'avocats. Ce que j'ai trouvé très amusant parce que il y a effectivement cette idée de défense à travers la notion de Hasbara. Alors, tout d'abord, quelques mots sur les origines de la Hasbara. Cette notion de Hasbara, elle remonte au début du mouvement sioniste, et ça visait à lutter contre l'antisémitisme et à promouvoir cette idée du sionisme et de la légitimité de la place des Juifs en Israël. La première fois qu'on emploie ce terme, c'est Théodore Herzl lui-même en 1899 lors du 3e congrès sioniste, qui va alors parler de Hasbara mais sous la forme de termes de propagande. Et à l'époque, c'est très important de le comprendre, à l'époque le terme de propagande est un terme neutre. On n'est pas du tout dans l'idée de la propagande telle qu'ensuite ça va être utilisé par les fascistes, par les nazis, par l'Union soviétique. À cette époque-là, le terme de propagande se veut très neutre, encore une fois dans cette idée de défense ou d'explication. Là où le terme de Hasbara va devenir intrinsèquement lié au sionisme, au
peuple juif, c'est à partir de 1912, quand un personnage qui est très important, on a sa rue dans toutes les villes d'Israël, mais peu de gens savent qu'est-ce qu'il a fait, qui il est, c'est Nahum Sokolov. Écrivain, journaliste, c'est le premier à avoir traduit en hébreu le fameux Altes Neuland de Théodore Herzl, qui va utiliser ce terme de Hasbara parce qu'il lui préfère au terme de propagande pour plus de neutralité. Et quand il explique cette notion de Hasbara, il dit c'est une stratégie de communication qui vise à expliquer les choses. Une approche défensive et persuasive, profondément enracinée dans la culture juive, qui vise à obtenir et maintenir le soutien international à la politique israélienne. Et quand il parle de politique israélienne, on est en plein dans les mouvements sionistes, évidemment avant 48, avant l'indépendance d'Israël. La notion de Hasbara, elle va évoluer également avec le temps. À partir des années 1960, on confond la notion de Hasbara avec ce qu'on pourrait appeler de la diplomatie publique. Et cette idée que l'État d'Israël, ses citoyens, doivent décrire les efforts des politiques gouvernementales, et c'est surtout dans l'idée de réagir par rapport à une presse négative, contrer ceux qui veulent de différentes manières délégitimer l'État d'Israël. Et on l'a vu particulièrement depuis le 7 octobre, de plein de manières différentes, qu'il y a eu cette volonté de délégitimation. Donc le but de cette Hasbara, c'est avant tout d'informer, de communiquer directement avec les citoyens. Pour les médias américains, notamment pour Newsweek ou le New York Times, eux expliquent la Hasbara avec cette idée qu'il faut communiquer les objectifs de défense et de légitimation d'Israël. Il y a eu un rapport en 2010 qui a été produit par un cabinet israélien, par l'Institut Reut, au sujet de la Hasbara, et ce rapport illustre le point de vue israélien selon lequel les efforts de Hasbara sont nécessaires pour répondre à cette délégitimation, ces militants anti-israéliens qui, de toutes les manières possibles, vont critiquer Israël. Tsahal a également un rôle très important dans cette Hasbara, et on l'a vu particulièrement depuis le 7 octobre, très active sur les réseaux sociaux, notamment sur X, anciennement Twitter, en 7 langues. Tsahal va expliquer les missions, les objectifs, critiquer la rhétorique ou les affirmations du Hamas. Et il y a cette mission très importante, à tel point qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'armée israélienne fait preuve d'une culture militaire unique qui est caractérisée par une communication ouverte et accessible. La newsroom de Tsahal est ouverte 24 heures sur 24. Maintenant, quelques exemples de Hasbara pour illustrer de quoi on parle, particulièrement depuis le 7 octobre, quand à l'Assemblée nationale, le 7 novembre, on a diffusé le film qui montrait les massacres du 7 octobre, on est clairement dans de la Hasbara. Quand des photographes montrent des manifestations israéliennes à travers le monde, quand des stars des réseaux sociaux expliquent la propagande anti-israélienne, quand on voit sur des réseaux sociaux des journalistes, des défenseurs d'Israël qui vont parler à des étudiants américains, qui leur demandent d'expliquer pourquoi ils sont là, qui leur demandent, on a tous vu ces phrases du fleuve au Jourdain, du fleuve à la mer, de quel fleuve, de quelle mer, tout ça, ce sont des exemples de Hasbara, et bien sûr, ce que nous on fait sur Tandem, alors pas seulement depuis le 7 octobre, mais historiquement, c'est cette mission de Hasbara pour parler d'Israël, pour expliquer Israël. On est dans un pays à l'histoire complexe, aujourd'hui à l'actualité complexe, et on ne peut pas s'arrêter sur la vision des médias internationaux, aussi neutre ou pro-Israël soit-il, pour comprendre véritablement les particularismes de l'État d'Israël et de la complexité de sa société. Je le disais en introduction, il y a dans cette notion de Hasbara, pour ceux qui critiquent Israël, une image de propagande. Et à ce niveau-là, il y a quelque chose de très intéressant qui est arrivé juste après le 7 octobre. La directrice éditoriale du magazine Franc-Tireur, que nous aimons beaucoup sur Tandem, Caroline Fourest, a déclaré sur le plateau de BFM TV: on ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait
comme l'a fait le Hamas, et le fait de les tuer involontairement en se défendant comme le fait Israël. Les propos de Caroline Fourest, tout de suite, ont suscité une polémique et ont valu à l'essayiste l'accusation d'être une pièce majeure de la Hasbara israélienne. Donc il faut encore une fois entendre dans cette notion de Hasbara les critiques que certains peuvent y voir dans leur vision anti-israélienne. Alors, pour conclure cette première partie et revenir sur la notion, la définition de Hasbara, j'aimerais insister sur le fait que on est dans cet esprit de clarification, on n'est pas dans la propagande, parce que on accepte la critique quand c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de soutenir systématiquement toutes les actions des parlementaires, du gouvernement, des associations, organisations ou des citoyens israéliens. Mais il s'agit de défendre Israël et avant tout d'informer et d'expliquer. Encore une fois, les réseaux sociaux aujourd'hui sont le meilleur exemple de cette mission de Hasbara. J'ai parlé tout à l'heure de tout ce qu'on a entendu quand les manifestants parlaient de la Palestine libre, mais de quelle Palestine ? Du fleuve à la mer, quel fleuve et quelle mer, ou des mains rouges dont on a également parlé avec l'occupation de Sciences Po ou d'autres universités. La Hasbara, c'est aussi et surtout combattre la propagande anti-israélienne si puissante aujourd'hui. Avez-vous des questions? Ok. Alors, donc on va continuer avec notre deuxième intervenant, qui est Avi Van Vetter, et qui va donc aussi, de son point de vue, nous expliquer le concept, parce que finalement, c'est un concept très israélien, tu viens de le dire, Jérôme, de Hasbara. Avi, c'est à toi. Voilà, donc vous m'entendez? Oui, très bien, c'est à toi. Voilà, donc d'abord, merci à Jérôme pour cette introduction très concise et bien documentée. Et je me présente, donc je suis Avi Van Vetter, j'ai le privilège de travailler avec tous ces personnes, ces chroniqueurs donc sur Tandem TV. Je suis géopolitologue, spécialisé en analyse géostratégique. Et donc, on a décidé d'aborder ce soir la question de comment peut-on faire de la diplomatie en temps de guerre, en même temps que Tsahal fait la guerre. Eh bien, est-ce que on peut encore faire de la diplomatie ou est-ce que finalement ça ne sert à rien? Il y a, je voudrais commencer par cette citation de Machiavel, vous savez Nicolas Machiavel, 15e siècle, qui disait l'habituel défaut de l'homme est de prévoir l'orage par beau temps. Eh oui, par beau temps. Il s'avère que on se rappelle tous qu'avec le Covid, Israël a eu une image et d'abord de traitement, de gestion de la pandémie absolument exceptionnelle aux yeux du monde et que beaucoup d'ailleurs ont pris Israël donc en exemple. C'était une première faille dans la Hasbara critique d'Israël en place depuis très très longtemps et notamment avec un focus particulier qui avait commencé avec l'intifada, la première intifada et la première guerre du Liban. Et avec ce Covid, avec cette pandémie du Covid, on a vu l'image d'Israël finalement être plutôt bien vue, voir cette nation start-up, cette nation high-tech, cette nation qui finalement prend bien les choses, préparée. Et cette image s'est transportée quand même pendant pas mal de temps. Et on a même poursuivi entretenu cette Hasbara de bonne façon, en tous les cas de la part d'Israël, en montrant la manière dont on s'est récupéré après le Covid, c'est-à-dire donc comment l'économie a été relancée alors que nous pouvions assister à d'autres nations qui avaient du mal à se remettre de cette période difficile pour le monde et tragique pour beaucoup. Donc effectivement, on est parti d'un beau temps et il semblerait qu'on n'ait pas prévu l'orage.
Et pourtant, c'est là le rôle de la diplomatie. Le rôle de la diplomatie, c'est d'installer à chaque endroit, chacun des endroits, même le plus petit pays. Par exemple, je prends le cas du Belize, le Belize qui se trouve en Amérique centrale, qui a été l'un des deuxièmes pays, je crois, qui a rappelé son ambassadeur et rompu ses relations diplomatiques avec Israël au mois de novembre dernier. Donc, on était à peine quelques semaines après l'entrée de Tsahal à l'intérieur du territoire de Gaza. Eh bien, le Belize suivi par la Colombie, le Honduras, voisin, et puis bien plus tard, le Brésil, mais aussi d'autres pays comme le Chili, d'autres pays d'Amérique du Sud en général, suivi aussi par des rappels d'ambassadeurs du Bahreïn, bien sûr, et de pays comme les Émirats arabes unis qui ont demandé des consultations, et puis d'autres pays qui se sont alignés sur une autre perspective qui était celle de la reconnaissance de la Palestine stricto sensu, c'est-à-dire véritablement et même ex abrupto, c'est-à-dire vraiment de manière brutale, sans que la question juridique puisse être posée comme elle doit l'être normalement par les institutions internationales. Eh bien, on a vu que finalement le beau temps qui avait été celui d'Israël depuis la gestion du Covid jusqu'à le post-Covid immédiat, eh bien, n'avait pas, en tous les cas, préparé Israël à ce que ces points, ces relais dans le monde puissent également prévoir un orage qui pouvait intervenir donc plus tard. Et pourtant, on avait en même temps, on avait donc des incidents nombreux et un focus sur la Judée-Samarie qui mettait le monde et les caméras du monde sur Israël. Et donc, et c'était mis en place à l'époque sur décision de la Kéria, c'est-à-dire de la hiérarchie, la plus haute hiérarchie militaire israélienne, de mettre en place des pôles de Hasbara qui allaient donc définir enfin une stratégie de communication à destination justement de ces relais de partout dans le monde pour prévoir effectivement un éventuel orage. Et puis finalement, on a vu que le désordre est arrivé. Et là, si je cite encore Nicolas Machiavel, il a une phrase qui dit on ne doit jamais laisser se produire un désordre pour éviter une guerre, car on ne l'évite jamais, on la retarde à son désavantage. Eh bien oui, finalement, en laissant se produire un désordre, c'est-à-dire en croyant que nous étions finalement toujours dans cette dynamique de start-up nation, de nations qui pouvaient effectivement se passer de ces relais et notamment de l'orage qui pouvait se préparer, qui pouvait intervenir, il y a eu une espèce de vacuité dans la communication, dans la hasbara. Alors, quand je parlais de reconnaissance de la Palestine, je parlais de ces pays arabo-musulmans qui ont appelé leurs ambassadeurs. Est-ce que effectivement ça a un impact réel finalement sur la diplomatie israélienne? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça peut parfois l'anesthésier, la rendre un petit peu, en tous les cas, modérée parce que on a envie de mettre je vais utiliser un mot un peu trivial, le buzz sur cet événement, celui de reconnaissance de la Palestine. Je rappelle que c'est des pays qui étaient juste avant les élections européennes, donc ont décidé de reconnaître de façon un peu ad hoc donc la Palestine, c'était l'Irlande, la Norvège et l'Espagne, et suivi par la Slovénie, suivi par la Serbie et d'autres pays de l'Est, qui finalement n'avaient pas d'intérêt véritablement juridique, de structure juridique, mais qui, sur le plan de l'impact géopolitique, peut avoir comme conséquence de pouvoir amener l'autorité palestinienne, en tous les cas, l'éventualité d'un État palestinien plus qu'un statut d'observateur au sein des Nations Unies,
d'avoir donc des prérogatives supplémentaires. Quand on sait que le seul statut d'observateur de l'autorité palestinienne lui permet de pouvoir solliciter toutes les institutions internationales et permettre effectivement de recourir à la Cour pénale internationale, mais à la Cour internationale de justice pour signifier des contraintes à Israël, des contraintes de suspicion de génocide, contraintes d'éventualité de mandater les autorités de chacun des pays pour empêcher un Premier ministre et ses ministres en exercice de voyager. Donc, ce n'est pas rien non plus. Ils avaient un statut d'observateur, ils ont déjà les prérogatives. Eh bien, effectivement, laisser faire cette hasbara des adversaires de l'État d'Israël sans faire intervenir les relais diplomatiques, c'est effectivement donc problématique et ça peut mener à des prérogatives supplémentaires pour les adversaires d'Israël. Alors, il y a eu des réactions diplomatiques fortes. Vous les avez toutes entendues. C'était celle de Gilad Erdan, c'était celle de Israel Katz. Donc Israel Katz qui demande à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, c'était Gilad Erdan, pardon, qui demande à Antonio Guterres de démissionner. Donc, il est le représentant permanent d'Israël à l'ONU. Enfin, il l'était jusqu'au 1er juin. Et puis, vous avez donc plus récemment donc Israel Katz qui lui traite l'organisation de l'ONU d'avoir un point de vue univoque anti-israélien. Donc, il y a bien évidemment des réactions diplomatiques au plus haut niveau, sauf que les relais diplomatiques semblent ne pas avoir fonctionné, ne pas avoir prévu l'orage. D'où l'idée que pendant la guerre, on va déléguer la diplomatie non pas simplement à la seule institution qui serait consulaire, ambassade, etc. dans le monde, mais qui soit aussi celle de personnalités, d'associations qui vont travailler pour, j'allais dire, remettre la perspective de l'image d'Israël en équilibre. Hein, je parle ici vraiment avec des expressions qui doivent être celles de la télévision, bien évidemment, sans subjectivité particulière. Et donc, finalement, ces relais diplomatiques d'associations sur les campus universitaires ont eu du mal à se mettre en place, mais finalement, aujourd'hui, accompagnés par aujourd'hui des sénateurs américains sur les campus américains, des parlementaires canadiens sur les campus canadiens, et donc en France, via des personnalités, on voit que effectivement les relais diplomatiques ne sont pas simplement institutionnels, mais aussi se servent de l'aspect civil de la diaspora juive et de ces relais au sein des politiques pour effectivement travailler sur une hasbara la plus en tous les cas entière qu'il soit pour améliorer donc l'image d'Israël. Alors on a vu avec Rosatori que c'était pas simplement un problème de relations diplomatiques qu'on a bonnes en l'occurrence avec la France. Je dis bonne parce que au-delà de la vitrine, au-delà des discours qui peuvent être, des déclarations qui peuvent être en même temps mixtes, c'est-à-dire un petit peu en aller-retour, pas toujours très propice donc à Israël, eh bien, il s'avère que dans la réalité, nous avons toujours le même volume d'échanges et de transactions entre Israël et la France, et que on peut compter en tous les cas sur les institutions représentatives de la France ici en Israël pour jouer de leur présence et de leur activité pour que cela puisse continuer et inversement.
Je regrette simplement parce que tout à l'heure, j'ai été sur le site de l'ambassade d'Israël en France, par exemple, et j'y ai vu une coquille vide. Donc, je me suis dit, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas davantage d'entrisme de la part de cette ambassade importante, puisque vous savez que la communauté juive de France est la deuxième la plus active dans le monde. Eh bien, l'ambassade d'Israël en France est peut-être la moins active du monde. Mais en l'occurrence, il y a dans la population civile et notamment celle de la diaspora en France, ce relais diplomatique, ce relais asbarique, si je puis exprimer ainsi ce terme, eh bien, une présence qui améliore l'image d'Israël. Alors, bien sûr, avec Eurosatory, vous allez me dire, mais on a raté le coup. Le relais diplomatique n'a pas marché. Les relations entre nos diplomates chargés des questions de défense à l'ambassade d'Israël en France, mais aussi au ministère de la Défense en Israël et vis-à-vis du ministère de la Défense en France, on n'a pas réussi à créer la cohérence, à activer les relais. Eh bien, en fait, il faut dire qu'on n'avait pas prévu l'orage. Pour le coup, on n'avait pas prévu l'orage. On avait choisi de mettre le paquet sur certains pays, et ça a été le cas, pendant le temps que la France donc nous boycottait sur décision du président. Eh bien, dans le même temps, on avait mis le paquet sur une présence absolument phénoménale en Allemagne, où effectivement on a fait le plein, j'allais dire, de transactions financières avec tout le panel de la high-tech de la défense israélienne qui s'est vendu de façon très massive, très volumineuse, et puis aussi un autre forum en Asie où on a été très, très, très présent. Alors, on a effectivement choisi, tant pis, d'ignorer les 74 entreprises qui devaient être présentes à Eurosatory pour mettre le paquet sur les autres. Est-ce que c'est un défaut ici de relais diplomatique alors que nous sommes en guerre? Oui, c'est un défaut, c'est clair. On n'avait pas préparé l'orage, mais il n'empêche que on a su réagir tout de suite en mettant le paquet sur d'autres forums internationaux. Donc, pour dire pourquoi c'est qu'il y a effectivement une guerre qui se déroule et que nous devons aujourd'hui gagner sur le plan de l'image, et c'est ce que nous faisons puisque en temps réel, vous le savez, nous sommes accompagnés, toutes les unités sont accompagnées d'un conseiller juridique, accompagné d'images avec une caméra donc sur quelqu'un d'une unité, et ces images sont bien évidemment triées, sélectionnées et vont pouvoir être dispatchées au travers du monde, soit dans les milieux clos, soit à destination de grandes chaînes de télévision. Et c'est dommage que la France soit peut-être la dernière à reprendre les images de télévision, mais si vous les cherchez vraiment, vous les trouverez. Elles sont sur CNN, elles sont sur Fox TV, elles sont sur les chaînes canadiennes, mais malheureusement un peu moins en Europe. Donc, il y a de la part de Tsahal quand même une réaction qui tient de la Hasbara avec donc aussi bien de l'argumentaire juridique que de l'argumentaire illustratif avec des images qu'on peut dispatcher avec bien sûr des mesures de sécurité, des considérations sécuritaires. Et il y a de la part donc de la diplomatie israélienne en même temps des choses qui n'avaient jamais été dites, une libération de la parole au travers de Israël Katz, le ministre des Affaires étrangères israélien, et je le disais tout à l'heure, Gilad Erdan, qui a demandé donc au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de démissionner. Et il y a surtout cette activation de relais absolument formidable de groupes, associations, Stand With Us aux États-Unis, mais en Angleterre avec Women in Peace, mais aussi en France au travers du collectif du 7 octobre, etc. Il y a véritablement ici des relais qui se mettent en place et c'est peut-être là qu'on gagne quelque chose parce que contre les relais traditionnels, institutionnels
D'abord, on voit que Israël n'a pas préparé l'orage, mais que par ailleurs, on voit que même la base peut être viciée. Si je vous dis, pour conclure mon propos, que dans la décision du tribunal de Bobigny, que j'ai été étudié avec soin, tribunal de Bobigny qui, pour Eurosatory, rappelez-vous, avait dit que il ne fallait pas qu'il y ait de présence israélienne, il fallait qu'on mette un panneau donc qui puisse dire qu'on interdit le salon aux Israéliens, mais il y avait aussi l'interdiction, il y avait aussi, pardon, la proposition que des gens puissent se promener dans les allées du salon pour vérifier qu'il n'y ait pas un Israélien ou une personne qui soit en lien avec une entreprise israélienne. Finalement, quand on regarde qui est à l'origine de cette demande au tribunal de Bobigny, nous avons effectivement en lien direct l'autorité palestinienne, en lien direct, bien sûr, les associations BDS et autres, et puis derrière, un financement que j'ai été retrouvé derrière toutes ces associations, c'est Open Society de George Soros. Comment lutter contre cette abondance d'argent qui nécessite des cabinets d'avocats, qui nécessite beaucoup d'investissements? Comment lutter contre l'institution? C'est parfois difficile, parfois même impossible. En revanche, on a trouvé en Israël une autre manière de pouvoir faire de la diplomatie tout en étant en situation de guerre. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci Avi. Eh ben, écoutez, moi j'en poserai tout à l'heure parce que comme d'habitude, j'adore me retrouver et faire l'avocat du diable. Donc j'en poserai à la fin, une fois que Galit sera intervenu et justement c'est son tour. Donc à toi, Galit, pour ce troisième volet de la Hasbara israélienne, proposé donc encore une fois par ce webinaire organisé par Tandem TV. Galit Benzimra. Alors, bonsoir à tous. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Ça va? Mon micro? Oui, tout est bon. Alors moi, j'ai eu envie aujourd'hui d'aller dans le concret au niveau de la Hasbara et de donner des arguments, des contre-arguments aux arguments justement des anti-israéliens, parce qu'on est nombreux à se demander, en tout cas nombreux sont ceux qui se demandent comment démystifier comme ça et contrer ces arguments-là. Je vais donc essayer de donner des pistes de contre-argumentation et pour cela, je vais me baser bien sûr sur des faits historiques, sans vous abreuver de chiffres et de dates, mais avec un devoir de mémoire qui nous incombe en tant que juifs et qui est essentiel. Alors, les arguments anti-israéliens qui reviennent le plus souvent sont d'abord le sionisme. En ce moment, c'est très à la mode de dire que le sionisme, c'est un mouvement colonial et en ce moment, surtout, de rajouter le mot blanc à colonial. Ensuite, on nous accuse, les Juifs et les Israéliens, d'avoir volé des terres aux Palestiniens et de continuer à voler ces terres par la construction des colonies. Et ensuite, un argument de taille quand même, puisqu'on accuse Israël de cibler les civils à Gaza, et puis on déplore le fait qu'il y ait plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. Alors, on va commencer donc par le sionisme. Est-ce que c'est un mouvement colonialiste à l'image des empires européens? D'abord, s'il y avait eu un empire juif au Moyen-Orient ou ailleurs, ça se serait su depuis le temps. Les Juifs étaient au contraire une minorité persécutée dans presque tous les pays d'Europe. Et la plupart des Juifs en Israël aujourd'hui, comme la plupart des Juifs en Israël il y a 70 ans ou il y a 150 ans, sont originaires de pays musulmans. Et ça fait des siècles que les Juifs d'Europe ou des pays arabes montent, comme on dit, font leur alia en Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, et plus particulièrement Jérusalem, sont des terres saintes pour les Juifs, tout comme les musulmans ont la Mecque ou Médine, les Juifs ont Jérusalem et la terre d'Israël. Donc non, le sionisme n'est pas un colonialisme, mais simplement le mouvement nationaliste du peuple juif. Alors au moment de la Première Guerre mondiale,
les empires se sont effondrés, l'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire russe, plus tard les empires anglais et français. L'idée d'un État-nation s'est alors répandue pour les peuples et pour les Juifs de la même manière. Donc non, moi, Galit Benzimra, née en Israël de mère marocaine et de père français d'Algérie, je ne me suis pas transformée du jour au lendemain en cruelle femme blanche colonialiste. Alors ensuite, il y a cet argument dont je vous ai parlé au début. Les Juifs auraient donc volé les terres aux Palestiniens. Alors comment débunker cet argument? En posant une question très simple. Est-ce que vous pouvez nommer une seule colonie juive construite sur des terres arabes et volée avant 1947 et le vote à l'ONU du plan de partage du mandat britannique en 2 États, un État juif et un État arabe? Non. Vous ne le pouvez pas, personne ne le peut, tout simplement parce qu'il n'y a pas un seul cas de vol de terre par des Juifs à des Arabes. En novembre 47, les Nations Unies votent le partage du territoire en 2 États, un pour les Juifs, un pour les Arabes. Les Arabes refusent, déclenchent une guerre pour éradiquer l'État naissant d'Israël. Et pendant cette guerre, les Arabes perdent des territoires conquis par la jeune armée israélienne. C'est ce qui se passe quand on commence une guerre. On a une chance sur 2 de la perdre. Et affirmer cela naïvement paraît presque idiot. Et c'est pourtant aujourd'hui crucial, toujours dans cette optique de Hasbara, de le répéter. Et tous ceux qui crient à tout va que la seule solution au conflit israélo-palestinien est la solution à 2 États, eh bien, il faut répondre 1937, 1947, 1993 ou encore 2008. Ces dates où à chaque fois, les Arabes ont dit non à un État palestinien. Pourquoi? La réponse, on la connaît tous, même ceux qui persistent dans cette voie. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État à côté de l'État d'Israël, ils veulent un État à la place de l'État d'Israël. Alors moi, j'affirme que non seulement les Arabes ont refusé tous les plans de partage qui leur ont été généreusement proposés, mais en plus, j'affirme qu'avant 1947, ce sont bien eux, les Arabes, qui volaient, dès qu'ils en avaient l'occasion, des terres aux Juifs installés en Palestine mandataire. Effectivement, à Gaza, Hebron, il y avait des familles juives installées là depuis des générations. Et en 1929, pendant les émeutes anti-juives, les Juifs de Gaza ou de Hebron ont été déplacés par les Anglais pour leur propre sécurité. Je vous laisse deviner qui a pris alors possession de leurs terres et de leurs biens. D'autre part, comme les mots ont un sens et qu'il est important de les utiliser à bon escient, je pense qu'il est essentiel de préciser qu'à l'époque, bien sûr, il n'y a pas de peuple palestinien. Ça aussi, il faut le répéter dans la Hasbara. Alors me direz-vous, qui sont tous ces Arabes qui peuplent la terre de la Palestine mandataire en 1947? Tout cela s'est passé sous l'Empire ottoman. À l'époque de cet Empire ottoman, il n'y avait pas vraiment de pays au Moyen-Orient. Ça peut paraître étonnant, mais il n'y avait pas de frontières en fait. Les gens pouvaient se déplacer librement sur le territoire pour des raisons économiques, politiques, religieuses. Et c'est au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle que des changements se sont produits sur le territoire d'Israël. D'abord, en 1831, un dirigeant égyptien appelé Mohamed Ali conquit la terre d'Israël et y amène des milliers d'Égyptiens qui immigrent vers le pays. Et puis les Ottomans lancent de grands chantiers, dont un grand chantier de chemin de fer, et ramènent pour le construire des milliers d'ouvriers égyptiens. D'ailleurs, l'un des noms de famille les plus populaires des Arabes de Gaza et d'Israël aujourd'hui est Masri ou Masrawa, qui signifie tout simplement égyptien. Alors oui, c'est difficile à admettre pour nos ennemis, mais la notion de peuple palestinien n'est inventée ou créée que dans les années 1960. Avant cela, ils se considéraient et étaient considérés comme des Arabes ou des musulmans vivant en terre de Palestine mandataire, devenue l'État d'Israël. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais juste de prendre le temps de rechercher dans n'importe quelle publication, journal ou autre des années 30, une allusion quelconque à un peuple palestinien. Vous n'en trouverez pas. Les faits sont têtus, et même avec tous les mensonges de la terre, on ne peut pas réinventer une histoire qui n'a jamais existé. Alors, après avoir dit tout cela, peut-on considérer qu'Israël, aujourd'hui, continue à voler des terres arabes en construisant ce qu'ils appellent des colonies et que je préfère appeler des implantations? Alors, la question des implantations, c'est une question complexe.
On peut avoir un débat sur les colonies construites sur des terres palestiniennes privées, mais quand il s'agit de Jérusalem ou de Hebron, où les Juifs ont vécu et ont été présents pendant des centaines, voire des milliers d'années, jusqu'en 1929, alors qu'ils ont violemment été forcés à fuir à cause des violences arabes, je pense qu'il n'y a pas de plus grande légitimité à la présence juive, à une présence juive que dans ces villes saintes. D'ailleurs, à toutes ces belles âmes qui défendent à longueur de temps le vivre ensemble et les sociétés multiculturelles, je demande pourquoi les Arabes peuvent-ils vivre aujourd'hui en 2024 et travailler en Israël, mais les Juifs ne peuvent ni vivre, ni travailler, ni même se perdre en territoire arabe de Judée-Samarie ou de Gaza sans risquer la mort ou le lynchage. La vérité, là encore, est tout à fait factuelle et elle l'est d'autant plus depuis le 7 octobre que le conflit, et la vérité, c'est tout simplement que le conflit israélo-palestinien n'a rien à voir avec un conflit territorial. Il faut rappeler évidemment que depuis 2005, Gaza est un territoire Judenrein qui a été libéré de toute présence juive de manière unilatérale par le gouvernement israélien et que les habitants de Gaza ont eu 19 ans pour montrer au monde que sans la présence des méchants colons et des méchants soldats, ils pouvaient s'épanouir et se développer de manière totalement autonome. Au lieu de cela, on le sait tous, ils ont consacré toute leur énergie, tous leurs milliards, toute leur éducation à la haine, à la mort et au terrorisme, à grand renfort de roquettes, de tunnels, pour finir par le pogrom sanglant et bestial que l'on connaît. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les Palestiniens eux-mêmes. Leurs dirigeants assument et proclament rien pour le développement du peuple, tout pour la destruction d'Israël et l'islamisation du Moyen-Orient et du monde. C'est dans la charte du Hamas, et on ferait mieux de prendre plus au sérieux ce que disent nos ennemis, qui ne prennent, eux, pas la peine de le dissimuler. Alors enfin, pour terminer, comment répondre à ceux qui se désolent que les Juifs meurent moins que les Palestiniens, ou pire, à ceux qui prétendent que Tsahal cible les civils à Gaza? C'est difficile parce que les chiffres publiés dans Le Monde viennent du Hamas et on ne triche pas dans la même ligue avec le Hamas, non. Ils sont vraiment les champions du monde dans la catégorie propagande reprise par tous les médias internationaux. Et peu importe s'il est avéré a posteriori que les cadavres bougent encore post-mortem ou que le ketchup coule à flot sur les corps des enfants, le Hamas ne s'arrête à aucun détail pour diffuser la bonne photo. Et dans une époque où une image chasse l'autre, la vérification et la vérité des faits n'a plus beaucoup d'importance. Certains médias se précipitent pour publier les chiffres fournis par le Hamas, tout simplement parce que 20 morts, c'est plus vendeur dans une brève que 5 morts. Et en plus, si on rajoute le mot « enfant » dans le titre, c'est encore mieux. Le fait que les terroristes du Hamas ont parfois 16 ou 17 ans à peine, ça ne compte pas. Le fait que le Hamas tire des roquettes depuis des hôpitaux, des écoles ou des camps de réfugiés, cela ne compte pas. Le fait que le Hamas se sert de sa population comme bouclier humain, cela ne compte pas. Tout cela ne compte pas pour un journaliste arabe ou occidental motivé soit par son idéologie, soit par l'ambition d'un buzz ou d'un bad buzz. Vous ne lirez nulle part non plus que le Hamas tire sur son propre peuple et blâme ensuite Israël, de même pour l'aide humanitaire. C'est le Hamas qui est en charge de la distribution et ses soldats ne laissent personne s'approcher sous peine de se faire tirer dessus. Ils instrumentalisent donc à merveille les fausses accusations de famine dont on rend responsable Israël. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une guerre. Et les guerres engendrent malheureusement des victimes. Les soldats israéliens, non, ne visent jamais les civils palestiniens, mais quand le Hamas et leurs amis djihadistes décident de tirer des roquettes depuis une école et qu'ils placent leurs lance-roquettes au milieu des enfants, le sang des enfants est sur les mains des terroristes et non d'Israël. Alors oui, les pro-palestiniens n'ont pas grand-chose comme argument à se mettre sous la dent. Ils s'accrochent donc à celui des femmes et des enfants palestiniens qui, malheureusement, sont victimes du Hamas. On peut voir la rage dans leurs yeux quand ils en parlent. On peut voir parfois même de la haine. C'est toujours quand je constate cette haine presque irrationnelle que j'ai envie de demander pourquoi vous souciez-vous autant des Palestiniens? Pourquoi les 500 000 morts en Syrie, arabes aussi, palestiniens souvent? Pourquoi ceux-là n'ont-ils pas eu droit à votre indignation? Idem pour les victimes civiles au Soudan, au Sahel, au Yémen. Votre indignation sélective s'exprime-t-elle au nom de votre humanité ou au nom de votre antisémitisme? C'est une vraie question. C'est peut-être même la seule qui vaille, car alors aucune Hasbara n'y fera rien.
Les antisémites, sous couvert d'antisionisme, accuseront toujours les Juifs et les Israéliens de tous les malheurs du monde, de génocide, de nettoyage ethnique, d'occupation ou de colonialisme sur leur propre terre, car oui, il faut le dire, le répéter, le matraquer encore et encore, le conflit israélo-palestinien est l'un des plus petits conflits de la planète et il concentre à lui seul 99% de l'espace médiatique consacré aux guerres dans le monde. Ce rapport pourrait aussi s'appliquer aux actes et violences antisémites en France, par exemple, puisque c'est le pays que nous connaissons le mieux. En France, la communauté juive représente moins de 1% de la population. Et regardez le nombre de victimes de violences antisémites, ne serait-ce qu'il y a quelques jours encore avec le viol de cette petite fille de 12 ans. Alors pour terminer, je voudrais vous inviter à vous préserver. Oui, vous préservez, ne perdez pas votre temps à échanger, à argumenter, vous énerver avec des gens stupides. Si vous avez face à vous quelqu'un d'intelligent, d'ouvert, à l'écoute, alors oui, faites valoir argument contre argument, mais ne gaspillez jamais un gramme de votre énergie avec les idiots utiles d'une cause à laquelle ils ne comprennent rien. À cela, proposez tout simplement, s'ils se considèrent comme des résistants de la cause palestinienne, s'ils se prennent pour des gens moulins du Hamas, alors qu'ils joignent le geste à la parole et qu'ils aillent s'amuser à Gaza, en Syrie ou au Yémen, et qu'ils n'oublient pas de se draper de leur tolérance sous forme de drapeau. Nous attendons qu'ils viennent nous raconter leur expérience, si bien sûr ils s'en sortent vivants. Voilà, ça c'était mon intervention sur la Hasbara. Et bien sûr, je vous invite, si vous avez des questions, comme va certainement le dire William Zerbib. Oui, je vais le dire et redire. Si vous avez des questions, alors cette fois-ci pour à nos trois interlocuteurs, plutôt notre interlocutrice Galide Benzimois et nos deux précédents interlocuteurs, faites-le, parce que sinon vous allez m'obliger à faire l'avocat du diable et je sais que vous n'aimez pas ça, mais moi j'adore tellement ça. Mais bon, je veux pas, franchement, ne me forcez pas à devenir l'avocat du diable. Alors, les questions, c'est maintenant, j'ai pas envie de dire ou jamais, parce que vous aurez toujours l'occasion de les poser, mais tout d'avoir des réponses. Mais voilà, c'est à vous, quand vous voulez. Oui, Ah, bon, oui. vas-y, Alors, en Randa. fait, j'ai pas vraiment de questions. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Ouais. J'ai pas vraiment de questions. Moi, je fais beaucoup de Hasbara. Donc, en fait, j'étais là plutôt pour discuter plutôt que pour questionner, parce que ça fait 10 ans que je fais de la Hasbara sur les journaux, que je suis dans un groupe spécifique, secret. Avi, tu y es aussi, non? Oui. Donc voilà, j'avais pas de questions. Je voulais juste te dire que effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disent que ça sert à rien de faire de la Hasbara. Pour moi, bon, c'est de l'explication, c'est de la remise, disons, c'est en fait donner les faits aux gens pour qu'ils aient plus le moyen d'être éclairés sur la situation. Et effectivement, jamais discuter avec les imbéciles ou les gens qui sont bornés, ça sert à rien, on est d'accord. Voilà. Et donc j'étais plutôt là pour discuter de la manière, parce que bon, tous les faits, moi ça fait 10 ans que je les répète, donc je les connais bien, mais je pense qu'il faut essayer de convaincre les gens que la Hasbara c'est utile. Peut-être que c'est surtout ça qu'il faudrait faire, c'est plutôt discuter autour de soi, motiver les gens pour en faire. Parce que nous, on n'est pas sur le terrain de la guerre, hein, on peut rien faire. On peut aider, on peut faire du volontariat, on peut faire des choses. Mais je pense que la Hasbara, c'est important. Moi, j'ai discuté avec des gens parfois qui m'ont dit je ne savais pas, ou qui m'ont dit je vais me renseigner. Il y en a pas beaucoup, mais de temps en temps, ça fait plaisir de voir des gens qui disent ah ok. Et moi, je commente les journaux, donc tous les articles, enfin tous, quelques articles parce que c'est beaucoup de travail hein, tous les jours. Mais les articles de journaux français ils ont bien tous des articles tous les jours sur Israël évidemment. Et ça fait depuis Gaza en 2014 que je fais ça. Et aussi parce que j'ai du temps, parce que je suis retraitée depuis. Voilà, c'est plus simple.
voilà, je voulais juste te dire ça, dire que c'était bien d'expliquer quels sont les arguments, etc. Mais il faut surtout essayer de convaincre les gens que c'est utile. Voilà. Et merci Wanda. J'ai mon chien qui devient antisioniste, alors je ne sais plus quoi faire. Ralph, shake it. Alors, donc voilà, non, d'autres questions, pardon, excusez-moi. J'étais un peu troublé par ce chien antisioniste. Oui, d'autres questions? Enlève mon micro. Bon, alors je vais m'y mettre. Non, en fait, c'est pas. Je vais pas me faire l'avocat du diable réellement. J'ai trois questions à nos trois interlocuteurs que je vais donner, mais qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, mais qui concernent la question de l'Asbara. Première question, c'est comment expliquez-vous cette haine globale, mondiale, planétaire, peut-être même galactique, contre Israël et les Juifs, malgré tout ce que vous venez de nous dire? Première question. Deuxième question, il y eut dans le passé, apparemment, je peux me tromper, un ministère de la Hasbara, apparemment il n'y en a plus. En revanche, il y avait jusqu'à 1 mois et demi un directeur général de la Hasbara qui s'appelle Moshik, qui s'appelle toujours d'ailleurs, mais qui n'est plus directeur général, il a démissionné depuis, c'est Moshik Aviv. Et j'ai lu quelque part aussi que beaucoup de cadres sont partis de ce département de la Hasbara pour une raison très simple, aussi bien de la part de son directeur démissionnaire que des cadres, c'est qu'il n'y a pas de budget. Comment expliquer donc qu'il n'y ait pas de budget pour la Hasbara? Et troisième chose, c'est assez récent, j'ai reçu, je ne sais pas si la caméra va pouvoir bien le voir, mais j'ai reçu un mail de la part d'une amie libanaise. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si on va peut-être pas voir, non, ça ne va pas voir du tout. Bon, c'est dommage. En réalité, par cet intermédiaire, j'ai reçu une demande d'un Palestinien qui réclame avec document à l'appui, qu'on ne voit pas, mais que j'ai envoyé à qui de droit. Donc, il a des certificats d'enregistrement par le gouvernement de Palestine à l'époque de l'Empire ottoman, on est en 1938, de terrains entiers sur le mont Carmel. Et aujourd'hui, il me demande comment je peux récupérer l'argent de ces terrains. On est en 1938. Alors, je lui ai répondu, pour le moment, je fais mon enquête. Mais c'est une question que je pose. Est-ce que des Palestiniens peuvent, comme il le fait, mais je crois qu'avec beaucoup d'humour quand même, peuvent réclamer des terrains qui leur appartenaient en 1938? C'est donc ma troisième question, pour répondre dans le désordre ou dans l'ordre de ces questions que je viens de poser. Bon, la dernière question. D'abord, en droit international, nous sommes effectivement tout à fait réglo. Je ne parle pas de la question de la zone C, zone A, zone B, zone C, qui sont issues des accords d'Oslo, mais je parle en général, globalement, nous sommes en règle du droit international puisque toutes les terres ont été achetées, toutes les terres ont été achetées, que ce soit avant, pendant le Yishuv ou après l'indépendance, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, les terres ont été achetées. Vous le savez que le KKL existe depuis bien avant donc l'établissement de l'État d'Israël, la renaissance de l'État d'Israël. Et donc toutes les... Comment on peut le prouver ça, oui? Comment je peux prouver à ce Palestinien que ces terres ne lui appartiennent plus? Alors, c'est cadastral. De lui dire que ça a été racheté par le KKL, ça c'est sûr qu'ils s'en tapent royalement. Non, mais non. Ça veut dire que c'est une institution qui a bien évidemment la preuve que ça a été acheté. Par exemple, si je te dis que, par exemple, dans la région dont tu parles, alors je ne sais pas si c'est précisément la propriété dont tu parles, mais le père d'Ahmed Choukeri, par exemple, qui est le cofondateur avec Yasser Arafat de l'OLP, Ahmed Choukeri, donc son père, qui était un cheikh et qui était donc effectivement un gros propriétaire, a vendu une partie du Carmel donc à des Israéliens. On a bien évidemment les preuves. Donc, ce que tu veux me dire, excuse-moi, Avis, ce que je veux dire, c'est que lorsque là j'ai des titres de propriété, je peux demander au bureau comment dirais-je, de la Arnona de Haïfa, parce qu'il s'agit de carrément tout le Carmel, de me prouver que ces terres ont bien été achetées par le KKL. Elles sont au cadastre, on peut les retrouver. Je voulais savoir, elles sont au cadastre. Dans les archives. Okay. D'accord.
il y a un deuxième point, bien évidemment, c'est en droit international, on reconnaît le terrain conquis par la guerre. C'est-à-dire que une guerre qui nous a été déclarée, eh bien, si on conquiert le territoire, donc, il peut être acquis. Maintenant, reconnu par les instances internationales, c'est une autre question. Mais en droit international, si elles ne sont pas discutées, alors elles sont acquises. Donc, il n'y a pas ici de question, ici, effectivement, enfin, plutôt de remise en question. Ah, donc, Alors, oui, moi je vais donner quelques éléments de réponse par rapport à la première question que tu posais sur la haine historique des Juifs, en rappelant tout d'abord que cette haine existe depuis le début du judaïsme parce que les Juifs ont toujours été différents. Premier peuple monothéiste au milieu des polythéistes, premier peuple à introduire des règles alimentaires quand les autres n'en avaient pas, peuple à introduire un jour de repos quand ça n'existait pas, peuple à indiquer des règles concernant l'esclavage et la fin de l'esclavage quand les Romains notamment étaient les plus grands vendeurs d'esclaves, et peuple qui a survécu à toutes les attaques qui ont voulu l'annihiler. Donc, excuse-moi, Jérôme, mais je vais me faire l'avocat jusqu'au bout. Donc, c'est tout à fait normal ce qu'on voit, que ça existe depuis 2000 ans et le monde entier continuera à être antisémite. C'est parce que c'est ce que tu es en train de me dire. D'autant plus que les seuls moments où on a pu voir de la sympathie envers les Juifs, c'est les moments où les Juifs ont été victimes. Les Juifs en pyjama rayé ont attiré une certaine sympathie, mais aujourd'hui, les Juifs qui se tiennent debout, qui défendent leur terre, n'ont et n'auront aucune sympathie. Il ne faut se faire aucune illusion. Ok, donc tu as répondu clairement, c'est-à-dire que ce que l'on voit depuis maintenant le 8 octobre, parce que ça n'a duré qu'une journée et encore, que l'on voit depuis le 8 octobre dans le monde entier, pratiquement le monde entier, c'est normal, on est depuis 2000 ans. Alors, je voudrais rajouter à ce que dit Jérôme, si tu me permets, il y a bien sûr cette question, j'allais presque dire passive, mais il y a en même temps une part active de la haine qui est ordonnée, qui est mise en place, une véritable stratégie. Et je prenais l'exemple tout à l'heure des campus américains. Il faut savoir que avant, c'est l'Arabie Saoudite qui donnait pratiquement entre 300 et 400 millions de dollars dans les universités. Et quand le Qatar a repris donc la main, quand l'Arabie Saoudite a lâché les campus américains, eh bien, le Qatar a pratiquement instrumentalisé ce qui avait été mis en place pour en faire véritablement donc un lieu de hasbara pour une Palestine, comme l'a dit très justement Gali tout à l'heure, virtuelle. Puisque le terme de Palestine était même refusé par les Arabes, officiellement par la Ligue arabe et officiellement aussi jusqu'à 1962, donc par tous ceux qui résidaient dans cette partie du territoire. Et j'y rajouterai une autre stratégie qui s'est greffée dessus, c'est des organisations sans frontiéristes j'en parlais tout à l'heure, de Open Society de George Soros, et puis d'intérêts convergents de la part de nations telles que les BRICS d'aujourd'hui, mais les pays non alignés hier, et puis le secrétariat d'État américain, puisqu'il faut le citer, qui, avec Open Society de George Soros, aujourd'hui donne de l'argent, effectivement, pour pouvoir, donc, les uns pour des intérêts un peu convergents, mais quand même initialement différents, pour imposer, mettre de la pression sur Israël et lui imposer donc des dictates. Donc il y a bien sûr ce qu'Aragon a dit sur le plan historique absolument vrai de Jérôme, et il y a cette stratégie également très volontariste, très engagée pour pouvoir effectivement avoir placé des relais partout et distiller la haine d'Israël. Donc, si je te suis et je comprends maintenant beaucoup mieux le fait qu'il n'y ait plus
d'argent ou qu'on ne veuille pas mettre d'argent dans la direction de la Hasbara et qu'en fait, il n'y a même plus de directeur général, ni même de cadre apparemment encore en place, puisqu'on est voué à être haï tout le temps, donc c'est peut-être pas la peine de faire de la Hasbara. Non, alors ça juste sur cette question du gouvernement actuel qui a supprimé, enfin plutôt les cadres et la ministre qui était en place du ministère de la Hasbara qui a démissionné par faute de budget, donc on lui demandait de faire des vidéos avec son téléphone portable. Oui. En temps de guerre, William, ce ministère-là et ces postes-là n'ont pas vraiment de raison d'être, puisqu'on a ce qui s'appelle en Israël Dover Tzahal, donc le porte-parole de Tzahal, qui fait un point presse quotidien et qui, de cette manière-là, fait la Hasbara. Je crois que c'est Jérôme qui en avait parlé tout à l'heure sur Twitter et sur les réseaux sociaux. On l'a dans toutes les langues. On a le Dover Tzahal, donc le porte-parole de Tzahal, en langue arabe qui lui fait un travail extraordinaire. Et donc, le budget, effectivement, qui pourrait aller à un ministère de la Hasbara n'a pas lieu d'être, en tout cas en temps de guerre, puisque c'est Tzahal qui prend le relais de cette fonction et qui le fait de manière très bien. On a le porte-parole francophone qui est Olivier Rafovitch qui le fait de manière excellente sur les médias francophones. Donc voilà, donc il n'y a pas vraiment lieu effectivement de mettre un ministère en plus, un budget en plus, avec un bureau en plus, une voiture, des secrétaires, voilà, tout un service administratif sur un bureau qui finalement ferait double emploi avec Dover Tzahal. Et d'ailleurs, la ministre de l'époque, Galit Distal, avait démissionné au début de la guerre parce qu'elle avait très bien compris que le budget maintenant, évidemment, dont elle avait fait la demande, allait aller évidemment entièrement à Tzahal pour ça. Donc en fait, la Hasbara, encore une fois, si je te comprends bien, en temps de guerre depuis le 7 octobre, est dans les mains de Daniel Hagari. C'est lui qui dirige toute la Hasbara, toute la communication d'Israël est faite par lui. Il faut donc espérer qu'il réussisse à le faire parce qu'il a déjà pas mal de boulot de manière générale concernant le pays. Et non, c'est son job. Daniel Hagari, c'est son job de faire de la Hasbara. Hein. Il est payé pour ça. Hein. Il est payé, d'accord, mais enfin, je pense que le pauvre, ça lui fait quand même beaucoup de choses sur les épaules à faire. Évidemment que ça fait beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs. Il est évidemment pas tout seul. C'est le patron, mais je veux dire, il y en a d'autres, effectivement. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi, par exemple, en plus de la démission, entre parenthèses, la démission du directeur général Moshik Aviv, elle a eu lieu, il y a 1 mois et demi. Hein, pas depuis oui, Galit Distal avait démissionné courant octobre. Non, il y a 1 mois et demi que ce directeur-là a démissionné. Je te parle de la ministre. Moshik Aviv, le directeur de la Hasbara. Enfin, c'est un point. Je parle de la ministre. Donc, il n'y avait plus de ministère depuis début octobre. Ok, c'est la ministre, d'accord, mais il y avait encore un bureau de la Hasbara qui, lui, n'existe plus depuis 1 mois et demi. Alors, William, malheureusement, il va falloir qu'on conclue ce webinaire. Tu veux dire un mot de conclusion? Oui, je veux dire un mot de conclusion. Le mot de conclusion est très simple. La Hasbara, c'est un concept un peu flou, compliqué, qui existe, on vient de l'apprendre maintenant, par le fait qu'il y a un porte-parole de l'armée en temps de guerre, évidemment, et que j'ai compris aussi par vos interventions, au demeurant très intéressantes, que nos ennemis, cette haine d'Israël est vouée comment dirais-je, à perpète. Donc, je souhaite bonne chance à tous ceux qui veulent vraiment travailler dans la Hasbara réellement, puisque c'est très, très difficile. Je vois, tu me parlais aussi de l'ambassade de France qui n'avait pas de budget ou qui ne faisait pas grand-chose. Donc, franchement, je me dis que on n'est pas sorti de l'auberge et qu'il va falloir travailler encore 10 fois plus pour que cette Hasbara soit efficace et qu'on continue, comme vous l'avez fait tous les 3 d'ailleurs. Et donc, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé. Et comme depuis 2000 ans, on n'a pas le choix. Et comme depuis 2000 ans aussi, on n'a pas le choix. C'est exactement le mot de la fin, on n'a pas le choix. On va continuer à essayer de se défendre et de communiquer pour notre existence. Je veux dire un petit mot. En Israël, tous les soldats sont des civils et tous les civils sont des soldats.
eh bien, on peut dire que en Israël, on a pris l'habitude, et comme vient de le dire très justement Galit, nous sommes porteurs nous-mêmes, tous un petit peu de Hasbara. Et pour juste préciser, il y a une division information et analyse stratégique qui va donner les informations à peu près à tout le monde, et c'est pour ça que le Dover Tzahal ne travaille pas tout seul, et qu'effectivement, il y a moins besoin de Hasbara au sens général, un petit peu justement quand il fait beau temps, et qu'aujourd'hui, c'est l'armée qui gère tout ça en liaison directe avec le cabinet du Premier ministre, puisqu'il n'y a plus de cabinet de sécurité, donc de défense. Donc voilà, on a véritablement aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, même au relais diplomatique, des gens, des personnes, et c'est très très bien ainsi, des gens, des personnes qui se font experts. Vanda en parlait au travers de groupes de Hasbara qui sont très très actifs. Il y a des associations, des lobbies et des choses qui se font effectivement pour distiller de la Hasbara de façon la plus experte possible. Eh ben, Merci Avi, merci de nous avoir suivis sur ce webinaire. Je vous rappelle qu'on a démarré une grande une grande opération de soutien à Tandem TV avec un appel aux dons pour que nous puissions continuer à faire ce travail de Hasbara et diffuser la voix d'Israël le plus loin possible. N'hésitez pas à continuer à nous soutenir, à partager auprès de vos connaissances, vos amis sur WhatsApp, Facebook, le travail que nous faisons tous de manière bénévole autour de Tandem TV. Appel aux dons avec la possibilité de recevoir des CERFA à l'adresse unique www.tandemtv.net/don avec un S. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à tous. Merci. Bonsoir. Au revoir. Merci à tous.